Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Ludovic Dupin, le directeur de l'information de la Sfen, et quel plaisir de nous retrouver à nouveau pour ce troisième épisode de notre série de webinaires réservée aux adhérents de la Sfen, intitulé EPR2, sommes-nous prêts? Alors, une nouvelle fois, nous sommes plus de 200 inscrits, c'est dire combien ce sujet de l'EPR2 vous intéresse. Alors, le premier webinaire avait porté sur le plan Excel, afin de retrouver une excellence industrielle dans la construction. Le second webinaire avait porté sur l'offre d'EDF, à savoir l'EPR2. Et cette semaine, nous allons parler des étapes avant d'arriver au premier béton de la première paire de PR2. Alors le 9 novembre dernier, Emmanuel Macron nous lançait à la télévision: nous allons pour la première fois depuis des décennies relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays. Il vantait alors le prix de l'électricité et la sécurité d'approvisionnement. C'est une excellente nouvelle, mais cette annonce a donné lieu à un certain flou, puisque certaines personnes, certains médias ont compris que les chantiers commençaient tout de suite et que qu'EDF était déjà en train de couler le béton et de ferrailler sur site. Évidemment, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'étapes entre-temps, entre la déclaration d'intention et la réalisation. Et c'est Antoine Ménager, directeur préparation débat public pour l'EPR2 chez EDF, qui va aujourd'hui nous présenter ces étapes. Bonjour. Ensuite, dans un souci de débat, bonjour, dans un souci de débat, de discussion, nous aurons le plaisir d'offrir une carte blanche à une voix importante du nucléaire en France, à savoir Bernard Accoyer, qui est président de PNC France et ancien président de l'Assemblée nationale, entre autres. Et il nous donnera son regard politique sur ce process de décision. Et puis enfin, et même surtout, nous prendrons vos questions. Alors, si vous regardez l'interface Teams, vous verrez en haut à droite un S noir sur fond blanc. Vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir une interface, pour poser vos questions et aussi voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Pour information, l'ensemble de ces échanges sont enregistrés et seront diffusés sur YouTube et permettront aussi d'alimenter la prochaine RGN que vous recevrez en mars prochain. Sans plus attendre, Antoine, je vous donne la parole pour nous présenter les étapes jusqu'au premier béton. Oui, eh bien écoutez, bonjour à toutes et tous. Ravi et merci à la Sven pour cette invitation. Honoré d'avoir Bernard Accoyer à mes côtés pour venir enrichir et j'en doute pas pimenter mon intervention. Donc ça vient d'être dit, je vais me mettre modestement dans le sillage de la présentation faite la semaine dernière, présentation très complète qu'on peut revoir en replay par Gabriel Aublin, qui est le directeur de projet du programme EPR2. Et donc moi, je l'ai rejoint dans ces équipes, dans la perspective de préparer déjà et de mener en temps utile la concertation avec le public. Il vous l'a très bien expliqué la semaine dernière. Donc ADF a remis au gouvernement au printemps 2021, conformément à la PPE actuelle, une proposition pour un programme de 3 paires de réacteurs EPR2 pour une première mise en service à l'horizon 2035. Et on y reviendra, qui implique un premier béton nucléaire autour de 2027. Et donc, vous voyez bien la question aujourd'hui, ça a été aussi mis dans le plan tête décor. Si ce programme est décidé par l'État, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire avec des échéances qui paraissent lointaines. 2027, c'est dans 5 ans. 2035, c'est loin. Tout ça dans une stratégie bas carbone 2050. Donc, on peut se dire, tout ça est très lointain, alors qu'on sent bien tous l'urgence de la situation. L'urgence climatique, évidemment, ça échappe à personne, mais aussi l'urgence qui monte depuis des semaines autour des coûts de l'électricité, et d'ailleurs en arrière-plan, une urgence de souveraineté. Et puis, il y avait eu d'ailleurs un webinaire autour des scénarios de RTE pour 2050. C'est leur 18e et leur conclusion finale. Il y a urgence à se mobiliser pour décider. Donc, vous voyez bien tout le paradoxe, c'est qu'on parle d'échéances qui peuvent paraître lointaines, et finalement, il y a une urgence à faire des choses. Et moi, je peux vous dire, au contact des équipes du projet EPR2, elles sont mobilisées et des urgences, c'est le paradoxe, elles en traitent tous les jours et elles sont extrêmement mobilisées avec plein de choses à faire, alors qu'on se projette voilà, dans certains cas dans des décennies. Donc c'est ce qui nous attend. Est-ce que le diaporama déroule? Voilà. Alors, je vais juste, sans refaire le webinaire de la semaine dernière, pour ceux qui n'y seraient pas, juste replanter le décor, donc quand même de qu'est-ce que c'est que PR2 quand on en parle. Gabriel disait c'est le cousin de l'EPR, c'est surtout la version optimisée de l'EPR qui s'appuie sur ses atouts dont il faut être fier. En premier lieu, quand on est dans l'industrie nucléaire, en premier lieu sur sa sûreté, c'est un consensus mondial
c'est un réacteur de 3e génération qui a les standards de sûreté les plus élevés au monde, qui a également d'excellentes performances environnementales ramenées à sa puissance. C'est aussi un réacteur de forte puissance et il y a un intérêt à ça pour un pays comme la France, on y reviendra ou on en reparlera. Mais il y a cette fierté, mais il y a évidemment assumer toutes les difficultés qu'on a eu à vivre et qu'on a vécu sur Flamanville, mais finalement qui nourrissent le retour d'expérience et qui nourrissent le plan Excel qui vous a été aussi présenté pour une reconquête industrielle et je dirais à la fois le retour d'expérience de Flamanville, mais aussi le retour d'expérience dans des phases où on a déjà 2 réacteurs en exploitation à Taishan. On a le démarrage d'Okiloto aussi avec un webinaire qui était très sympa il n'y a pas très longtemps. Et puis, on a aussi un immense chantier qui préfigure ce qui nous attend pour nos chantiers de pair EPR2 avec Hinkley Point. Donc, on engrange du retour d'expérience, on a appris. Et finalement aussi, ce qu'on a réappris et qui était en tête du rapport Fols et qui est sous-jacent aussi au plan Excel, c'est qu'il ne faut pas y aller au coup par coup. Il faut avoir une vraie stratégie dans la durée pour mobiliser une filière industrielle, pour redévelopper de la compétence et puis aussi bénéficier de l'effet de série. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un programme. On ne parle pas de construire un seul réacteur et puis après on verra. Non, c'est un programme et en plus par paire. C'est pour ça que l'offre d'EDF, c'était bien 3 paires de réacteurs EPR2 pour bénéficier de l'effet palier, l'effet de série. Je veux dire, notre parc actuel, il a été construit comme ça. On connaît la courbe d'apprentissage, on connaît l'effet sur un même site. Ça se voit en ce moment sur Hinkley Point avec une tranche 2 qui bénéficie à plein de la tranche 1. Donc tout ça, voilà, c'est ce qui nourrit réacteur EPR2. Et puis évidemment, un réacteur EPR2, mais je dirais quasiment comme le parc nucléaire actuel, qui sera dans un mix énergétique, électrique, qui sera avec encore plus d'énergie renouvelable intermittente. Et donc, il faut cette capacité du nucléaire, énergie décarbonée, pilotable, massive. Et donc, il faudra s'adapter encore plus à un mix qui nécessite ces capacités de pilotage. Donc, ça, c'est le réacteur EPR2, voilà, qui se nourrit de tout ce retour d'expérience et qui est une version optimisée et qui sera dans cette optimisation aussi plus facile à construire. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait et évidemment, ce qui est essentiel, c'est que ce réacteur, il est là pour s'inscrire en symbiose avec un territoire. Tout comme d'ailleurs nos réacteurs actuels, nos sites nucléaires actuels sont en symbiose avec leur territoire. Ça, c'est absolument essentiel. Et donc, Gabriel l'a peu développé, mais ça fait aussi partie de l'offre. Il y a la question évidemment du choix des sites, qui était un point extrêmement important. Et donc, pour le choix des sites, je vous parlais de cette symbiose. Finalement, moi j'étais, juste avant de prendre cette fonction, j'étais directeur de la centrale nucléaire de Chinon, et je l'ai vu, on le vit finalement, plus on habite proche d'une centrale nucléaire, finalement, plus on est en confiance avec elle, parce que finalement, c'est un objet qui est dans la réalité. On connaît des gens qui y travaillent, on a beaucoup d'informations, on a beaucoup de choses, et donc on n'est pas dans le fantasme, on est dans le réel, et du coup, ça porte aussi une responsabilité sur les exploitants, hein, à la fois d'excellence, de transparence, de professionnalisme, et tout ça, ça se voit quand les gens qui habitent autour des centrales, ils le voient, ils le sentent, tout ça, et ils nous font confiance, et il faut continuer. Et donc c'est pour ça que, je dirais en termes d'acceptation, la logique est vraiment d'implanter nos nouveaux réacteurs sur nos sites existants. Hein. Donc ça, c'est, je dirais, le préalable. Ensuite, il y a deux pans absolument essentiels pour choisir le site. Il y a un volet, il y a un pan technique, avec des critères tout à fait techniques qui sont listés sur le site, mais qui ne vous échappent pas. Bon, déjà, est-ce qu'il y a de la place suffisante? Donc, et puis, est-ce que on va dire l'urbanisme autour du site permet d'installer de nouveaux réacteurs? Ça, c'est un point. Mais il y a évidemment toutes les conditions environnementales au sens large et d'agression. On pense au niveau de séisme, mais évidemment, il y a aussi la capacité de la source froide. Bon, évidemment, le bord de mer est entre guillemets un peu plus simple et confortable. Il n'y a pas d'aéro-réfrigérant à construire, par exemple, même s'il y a évidemment d'autres aspects à regarder. Et puis, il y a aussi comment ils se connectent au réseau de transport d'électricité de DRTE. Donc, je ne vous les énumère pas tous, mais vous sentez bien qu'il y a une grille d'analyse technique. Et on va dire, il y a des plus, il y a des moins selon les sites. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait un critère qui soit rédhibitoire.
Mais tout ça, ça fait une capacité des sites avec plus ou moins de plus et plus ou moins de moins à accueillir des nouveaux réacteurs. Donc ça, c'est un des pans du choix, mais il y a un deuxième pan qui est absolument essentiel et qui est quasiment fondamental, c'est que ce n'est pas la technique toute seule qui décide, c'est évidemment l'acceptabilité du territoire, je dirais même plus la désirabilité. C'est-à-dire que finalement, il y aura des nouveaux réacteurs sur les territoires qui en expriment l'envie, voilà, qui le veulent. Alors, je vous ai dit, ils sont déjà en confiance pour la plupart avec il y a une forte acceptabilité des centrales actuelles, donc ça c'est évidemment un atout. Mais après, il y a évidemment des territoires qui l'expriment plus ou moins fort. Et donc, vous les connaissez. Alors, je vous passe une planche qui met quelques expressions. Il y a évidemment la Normandie, qui terre d'énergie, qui est extrêmement en pointe. On connaît aussi l'histoire entre le choix de Flamanville 3 avec déjà Panly à l'époque en compétition. Et donc, on a une région normande qui est extrêmement mobilisée et qui le fait savoir. Et quand je parle de la région, c'est de son président de région à tous les élus, à toutes les mailles territoriales. Et donc, évidemment, cette expression et cette envie, elle doit être exprimée avec, excusez-moi l'expression, pas l'union sacrée, en tout cas, voilà, un peu transpartisane et vraiment à toutes les mailles, régions, jusqu'aux collectivités, évidemment, les plus petites, mais qui bordent la centrale. Donc la Normandie est extrêmement mobilisée, les Hauts-de-France, la région aura, et donc c'est pour ça que dans l'offre qu'EDF a remis, à la fois les sites répondaient à ces critères techniques que j'ai évoqués, mais il y avait l'expression de ces territoires. C'est pour ça que l'offre remise par EDF, en attendant une décision de l'État, bien sûr, c'est la première paire à Panly, la deuxième à Gravelines, et puis la troisième dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre Bugey ou Tricastin. Voilà, donc ça, c'est un point absolument important. Et donc maintenant, si on se projette sur la première paire, et Gabriel, vous avez projeté ce slide la semaine précédente, donc, vous voyez, printemps 2021, l'offre remise par EDF. Et puis, finalement, vous voyez une bulle en dessous, l'attente de la décision de l'État. Entre les deux, il y a quelque chose d'important sur lequel je vais revenir, dont j'ai la responsabilité, c'est la concertation. C'est absolument essentiel parce que finalement, cette concertation avec le public va d'autant plus renforcer la décision de l'État de l'engagement. Donc c'est un point important, mais on le verra aussi, c'est que cette concertation qui nourrit la décision, elle nourrit aussi tout l'enclenchement du processus d'autorisation réglementaire, qui lui est extrêmement complexe et lourd, et je veux aussi le détailler, et qui est évidemment un préalable, ces autorisations, à engager les travaux, que ce soit d'abord les travaux préparatoires, et puis ensuite pour aller vers les travaux plus de l'installation nucléaire de base qui doit être créée pour ça. Et vous voyez que ça préfigure beaucoup de choses à faire jusqu'au premier béton, et c'est ça que je vais vous zoomer juste après. Alors, je vais commencer par la concertation. La concertation avec le public, c'est déjà quelque chose, je dirais, qui est dans l'ADN d'EDF, EDF est au cœur des territoires depuis toujours, c'est ancré avec notre mission de service public. Pour nos grands projets, y compris nos projets nucléaires, que ce soit Flamanville 3, Panly 3, même si ensuite le projet s'est pas fait, il y a déjà eu des débats publics, donc on s'en expérience. Il y a beaucoup de concertations avec le public sous d'autres formes menées par EDF pour leur examen de sûreté des réacteurs actuels, pour d'autres projets. Et puis on est souvent impliqué, évidemment, on l'a été dans la PPE, on l'a été dans le PNG-MDR sur les déchets et matières radioactives. Donc on a cette expérience-là, mais on y est attaché et on y prend tout notre rôle. Et dans l'entreprise, sachez aussi que le projet, la stratégie d'entreprise, et plus que ça, sa raison d'être, fait aussi d'un exercice d'intelligence collective, d'une concertation interne au sein d'EDF. Et finalement, cette concertation interne s'est déplacée à l'extérieur de l'entreprise. Et vous voyez, c'est peut-être assez peu connu, mais il y a plus de 700 salariés volontaires de l'entreprise qui sont allés voir plus de 3500 citoyens. Ça s'est fait l'an dernier pour recueillir leurs opinions, leurs attentes sur l'énergie. Et il y a eu des choses très, très riches qui ont été captées. Et sans qu'il y ait de questions explicites sur le nucléaire, sachez que quand on traite, vous voyez, des paroles assez libres de 3500 citoyens,
eh bien, le nucléaire est l'occurrence qui revient majoritairement dans tout ce qu'ils disent, avec des plus, des moins et beaucoup d'attentes. Donc, évidemment, le nucléaire et des projets nucléaires sont évidemment un sujet nécessaire de débat. Alors, ce débat, je vous ai dit, il est dans l'ADN, mais il est aussi inscrit dans la loi pour les sites existants, et on le fait bien volontiers, parce que je vous ai dit, ça fait partie de la transparence, de la confiance, et il y a les commissions locales d'information. Donc, je dirais, pour tout projet en émergence, en construction, bah, finalement, son prolongement en exploitation, c'est les commissions locales d'information. Donc ça, c'est plutôt sur l'aval. Et puis, en amont, je reviens sur la Normandie, je reviens autour de Penly, puisque c'est là où il y aura notre projet de première pierre. Non seulement la Normandie et tout le territoire a exprimé son envie, mais je dirais s'organise pour, c'est-à-dire que passe de l'intention, de la parole à des actes et prépare son territoire à l'arrivée d'un tel projet. Et ça aussi, pour le faire, bah, ça nécessite déjà de la concertation, du dialogue pour envisager les besoins autour de l'emploi, autour de l'aménagement du territoire. Et donc, c'est déjà une forme de concertation qui est plutôt en amont. Et finalement, qu'est-ce qui nous attend? C'est qu'entre les deux, il y a une séquence, j'aime pas trop le terme réglementaire, mais en tout cas, qui est cadrée réglementairement sous l'égide de la Commission nationale du débat public. C'est-à-dire que quand un maître d'ouvrage doit, à l'intention de créer un nouveau projet d'installation nucléaire de base, c'est le Code de l'environnement qui fait que nous devons saisir la Commission nationale du débat public qui, au vu de cette saisine, décide de la forme que doit prendre la concertation. Et en tout cas, les deux précédents projets que j'ai cités, Flamanville 3 ou Penly 3, c'était un débat public. Donc, il pourrait que pour la première paire de Penly, ça soit aussi un débat public. Et en tout cas, aujourd'hui, EDF est prêt à faire cette saisine pour ce projet de première paire de réacteurs EPR2 à Penly, dans le cadre du programme industriel EPR2, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts. Et c'est d'autant plus important que ce qu'on aimerait, évidemment, si on peut faire notre saisine de la CNDP, il faut à peu près 6 mois de préparation avec la CNDP pour organiser et préparer le débat. Donc en saisissant maintenant, ça permettrait de tenir le débat public ou la concertation publique à partir de septembre 2022, donc d'enjamber les élections et l'été, et donc de se retrouver dans une séquence entre septembre et la fin de l'année 2022 pour cette concertation avec le public. C'est un temps important pour nous. Je vous ai parlé d'urgence tout à l'heure. On pourrait dire, voilà, tout ça prend du temps. Non, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas faire l'impasse, et on ne veut pas faire l'impasse, qui est absolument nécessaire pour l'information, déjà, du public, pour l'appropriation du projet, et puis son enrichissement. Au sens, en écoutant ce que vont nous dire le public et les parties prenantes, on va enrichir le projet. Alors, on ne va pas refaire la conception de PR2 à travers le débat public, mais dans l'aménagement du projet, on va dire son impact on va dire environnemental, RSE au sens large, on va dire. Tout ce qui est aménagement du territoire, les flux, des questions très pratiques, qui sont les questions des riverains. Vous verrez tout à l'heure, on parle de plus de 7000 salariés en pointe sur le chantier. Bah, qu'est-ce que ça génère en termes de flux de circulation? Comment on aménage, on minimise les impacts? Comment on peut en tirer des choses bénéfiques. Et donc, voilà, le débat public est l'occasion, je dirais, d'enrichir le projet sous ces aspects-là et d'en favoriser l'acceptation. Et donc, c'est bien comme ça qu'on l'aborde. Et donc, c'est un temps absolument nécessaire. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir le lancer. Et donc, je vous ai dit, on est prêt aujourd'hui à saisir la CNDP. Alors ça, c'est autour du volet concertation. Mais ce processus de débat public, il a aussi un autre marqueur, c'est que c'est lui qui va permettre de lancer tout le processus d'autorisation. Puisque pour un nouveau projet d'installation nucléaire, il faut faire une demande à travers un dossier d'autorisation de création, le DAC, hein, dont vous entendez souvent parler du DAC, c'est ça, c'est dossier d'autorisation de création. Donc il faut faire la demande. Et ce DAC, il est composé d'un certain nombre de pièces. Évidemment, des pièces d'ingénierie très conséquentes, très lourdes, en tête, le rapport préliminaire de sûreté, instruit par l'autorité de sûreté nucléaire, l'analyse d'impact environnemental, qui est aussi un point extrêmement important, qui est instruit par l'autorité environnementale. Mais une des pièces aussi, ce sont les conclusions du débat public ou de la concertation.
Donc vous voyez que sans cette concertation et sans ces conclusions, on ne peut pas déposer cette demande d'autorisation. Donc c'est pour ça que rentrer dans cette séquence est aussi important pour débloquer toute la séquence à venir. Alors sur le slide, je vais plutôt m'attarder sur le DAC et le permis de construire, mais vous voyez qu'il y a également un certain nombre d'autres autorisations administratives, et puis il y a des autorisations locales. Le permis de construire en fait partie. Le choix que fait EDF, d'ailleurs, c'est de déposer la demande de permis de construire et de DAC de façon simultanée pour être instruit. Alors, pour le permis de construire, l'ordre de grandeur estimé, on l'estime à 15 mois. Pour le DAC, on l'estime à 3 ans. Voilà, en ayant pris des mesures pour essayer de ne pas aller au-delà des 3 ans. Mais vous voyez déjà, quand on dit qu'est-ce qu'il y a devant nous, il y a toute cette phase qui est absolument essentielle. Alors, permis de construire essentiel, puisque sans permis de construire, vous voyez dans le coin à gauche à quoi ressemble le site de Panly aujourd'hui. Le petit encadré, c'est un petit détour par Hinkley Point, parce que ça préfigure quand même largement ce qui attend avec les deux paires. Et puis vous avez Panly, alors c'est un peu épuré parce que je pense qu'il y aura un peu plus de choses autour. Mais vous voyez l'occupation du site. Vous voyez d'ailleurs sur le plan masse que 2 EPR2, c'est quand même, ça occupe un peu plus que 2 réacteurs de 1300 MW. Voilà. Et donc, pour arriver à ça, il y a déjà à préparer le site. Parce que c'était visible sur la photo. Donc, même si Panly avait l'avantage d'être dès le départ prévu pour 4 réacteurs, plutôt des N4 à l'époque, vous voyez bien que un EPR2, c'est un peu plus massif et l'écartement entre les deux. Donc, il y a quand même un terrassement important de nouveau du site. Il faut reprofiler la falaise. Il faut recombler, reterrasser l'empreinte qui avait été faite pour les réacteurs 3 et 4 de l'époque. Donc, il y a un travail important de préparation du site avant le premier béton de l'îlot nucléaire de l'ordre de 4 ans. Voilà. Et donc, évidemment, ça, il faut un permis de construire pour aller sur ces travaux. Et je vous ai cité les plus importants, mais il y a évidemment dès l'ouverture du chantier, des débroussaillasses, il y a quelques espèces qui sont venues réoccuper cette zone très calme. Voilà. Et ce que je mentionne aussi, c'est que, en tout cas, l'intention d'EDF, c'est de pouvoir ouvrir le site en 2023 pour en tout cas y installer des équipes. Et c'est aussi un Rex de Flamanville 3, c'est d'y installer toute l'équipe de direction de projet. On a plutôt l'habitude dans les projets intérieurs de voir de façon centralisée à Paris. Là, c'est vraiment de l'avoir dès le départ. C'est le cas maintenant à Flamanville 3, mais de l'avoir dès le départ sur le site de réalisation pour qu'ensuite tout le projet et tout le chantier soient tirés par la priorité de réalisation avec toutes les forces de décision qui soient au plus près sur le chantier. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous attend jusqu'au premier béton de l'îlot nucléaire. Alors, le premier béton de l'îlot nucléaire, vous voyez bien qu'il y a quand même quelques... au-delà des terrassements, il y aura des ouvrages qui commenceront à être faits avant. Le premier béton, il est important parce qu'il marque, c'est la référence internationale, le J0, où on compare les différents projets. Bon, à partir de là, c'est une séquence de construction assez classique, et puis c'est pas l'objet aujourd'hui, mais les grandes phases de génie civil, jusqu'à mettre hors d'eau le bâtiment réacteur avec la pose du dôme. Alors tout ça, évidemment, est en tuilage, hein, ce n'est pas des phases en série, il y a un peu de parallélisme entre tout ça, les montages, pour ensuite aller vers les essais. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, je ne détaille pas, mais vous voyez bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, on envisage ce premier béton nucléaire à l'horizon 2027, donc ça vous laisse supposer tout ce qu'il y a à faire d'ici 2027 que je vous ai décrit avant. Un petit point quand même aussi, c'est que pour faire tout ça, ça se fait, c'est plein de professionnels, de femmes et d'hommes sur ce chantier. On estime aujourd'hui un pic autour de 7500 personnes, mais c'est plus de 3000 personnes pendant 7 ans. C'est au passage cohérent avec Flamanville, où on a été plutôt entre 3 et 4000 personnes sur la grande partie du chantier, et c'était pour un seul. Donc là, avec la paire, vous voyez, tout ça est à peu près cohérent. Ce qui est important sur ce slide, c'est que vous voyez, il y a le J0 et que vous voyez, juste avant le J0, on va être rapidement à 500, 1000 et 1500 personnes. C'est pour vous dire que ces travaux de préparation, ils sont significatifs déjà en termes d'effectifs. Et puis évidemment, dès que le J0, on part sur le béton nucléaire, on double très vite l'effectif pour arriver à 3000. Donc vous voyez aussi que c'est pour signifier que 1000 personnes qui travaillent déjà en phase de préparation de chantier, c'est pas rien. Et donc tout ça, ça s'anticipe. Alors ça fait partie
des choses que je développe peu aujourd'hui, mais évidemment, pour être à ces rendez-vous, il y a à développer, et ça, le territoire, à travers son plan d'action territoriale, est inspiré du REX de Flamanville 3, hein, sur l'emploi, la formation, s'y met déjà. C'est évidemment extrêmement, enfin, c'est essentiel, les compétences à la fois pour la première paire, mais vous l'avez vu avec Gabriel la semaine dernière, on estime à plus de 30 000 personnes pour le programme sur la durée, mais localement, il faut former, il faut préparer toutes les compétences de demain, et puis il faut les loger, il faut anticiper tout ça. Bon, ça sera aussi avec si évidemment le programme et le chantier est lancé et décidé, EDF demandera que on soit programme grand chantier, et ça permettra aussi un plan d'accompagnement par l'État au titre du grand chantier. Bon, c'est moins l'objet aujourd'hui, mais ça fait partie des choses qui se préparent également aujourd'hui, tout comme les contrats, hein. Gabriel vous l'a présenté la semaine dernière, Gabriel Aublin. En ce moment, on est dans des années fortes de passage de contrats, où on cherche évidemment à faire travailler un maximum d'entreprises locales. Et puis, quand les grands donneurs d'ordre sont titulaires des contrats, qui recherchent de la sous-traitance en local. Voilà. Bon, donc j'arrive au bout. Vous voyez, sur ce slide, ça résume surtout, avant d'engager le premier béton, qui était l'objet d'aujourd'hui. Bah, vous voyez bien que même si on s'inscrit dans du temps long, que cette première paire, elle est dans un programme où on vise du 2035, et puis finalement on s'inscrit dans une stratégie bas carbone 2050. Il y a des choses essentielles qui se jouent dès maintenant, hein, la saisine de la CNDP pour aller vers la concertation avec le public, qui va permettre ensuite d'enclencher toute la chaîne de demande d'autorisation, et puis très rapidement les travaux préparatoires. Donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui à l'œuvre sur ce projet, et que même si on se projette dans des horizons certes lointains, et ben, il y a déjà, ça se joue aujourd'hui. Et pour finir, puisque c'est ma responsabilité de préparer la concertation, si on arrive à l'engager et qu'elle se déroule en septembre comme prévu, bah, je compte évidemment sur la semaine et vous tous et ses adhérents pour être des acteurs, mais comme à chaque fois dans chaque grande concertation publique, des acteurs importants de ce débat. Merci à vous. Merci beaucoup Antoine, merci pour cette présentation. Bah, effectivement, la Sfen essaiera de porter la voix dans ces débats. C'est impressionnant, toutes ces étapes incompressibles jusqu'au premier béton, notamment la slide que vous avez présentée sur le DAC et les permis de construire sont vraiment riches et un peu effrayantes peut-être aussi. Bernard Accoyer, vous avez assisté à cette présentation, et est-ce que vous pouvez un peu nous commenter, avec votre regard politique peut-être, toutes ces étapes de décision, toutes ces étapes intermédiaires avant de réellement lancer le chantier concrètement? D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation et féliciter Antoine Ménager pour cette présentation extrêmement claire, très, très convaincante, qui montre bien à la fois la complexité de ce projet et également les interférences avec le débat public, l'opinion publique, les choix politiques des pouvoirs publics. C'est un écheveau qui est complexe, et c'est sous cet angle peut-être que vous souhaitez que je vous dise quelques mots, car je ne suis pas, vous le savez, un technicien, mais par mon parcours, d'abord professionnel et ensuite public, j'ai pu me familiariser avec l'élaboration des lois et de la réglementation qui sont au cœur, en particulier, de la période complexe, lourde, qui est celle de l'obtention des conditions administratives d'autorisation pour avancer concrètement sur le projet. C'est sous cet angle que je crois que je peux m'exprimer, en aval, bien sûr, de la première décision, qui est une décision des pouvoirs publics, qui a été évoquée par Antoine Ménager, qui est celle de décider concrètement du lancement d'un projet de construction de nouveaux réacteurs. Nous attendons cette décision avec tôt possible, parce que nous venons de voir que si le délai entre cette décision et le coupage au réseau est d'environ une quinzaine d'années, il est évident que le top départ
décale autant la date d'arrivée, la date de livraison, la date de couplage des installations. Tout ceci d'ailleurs appelle à une réflexion sur le travail antérieur de prévision des besoins, sur l'analyse de la réponse pour satisfaire ces besoins. Mais c'est un autre débat, mais il est quand même essentiel et il ne doit pas s'arrêter au moment où on déciderait de tel ou tel lancement, de la construction de nouveaux réacteurs, quel qu'en soit le type d'ailleurs, parce que là encore, on ne sait pas exactement ce qui sera décidé. Bien entendu, l'étape de la concertation, qui est la toute première, est l'étape importante et incontournable à laquelle EDF est désormais habitué, puisque la concertation est devenue un de ses principes de fonctionnement. Et je crois qu'il faut saluer l'énergie, le temps et le savoir-faire qui ont été consacrés à cette concertation. D'aucuns peuvent trouver qu'elle est un peu inutile, qu'elle est superfétatoire, mais bon, elle est, je crois, incontournable, même si on peut quand même la considérer sous l'angle de l'efficacité et de la réponse aux problèmes. Alors, je crois savoir que la Commission nationale du débat public, qui doit être d'abord saisie pour le projet de Penly, émet l'idée, le souhait, même je crois qu'elle a délibéré sur ce point, d'une autre concertation sur, d'une certaine façon, une relance de la construction de réacteurs. Il faut dire que l'état d'esprit de la PPE a plus habitué l'opinion publique à la fermeture de réacteurs qu'à une relance de la filière. Et en ce sens, cette réflexion peut être comprise, elle peut peut-être être utile, surtout sous l'angle qui va être celui où sera abordé ce débat, ou plutôt dans le contexte, qui est celui qu'a évoqué Antoine Ménager, qui est un contexte où l'approvisionnement en électricité n'est plus aussi sûr qu'il a été pendant longtemps, en raison de la négligence quant à ménager des capacités de marge de production pour faire face à des aléas techniques. Et Dieu sait que les directeurs, l'autorité de sûreté a insisté à de nombreuses reprises sur la nécessité de disposer de ces marges. Nous ne les avons plus. Et nous sommes confrontés aux conséquences de cette absence de respect de marge de sécurité d'approvisionnement. Deuxièmement, et cette deuxième circonstance n'est pas indépendante de la première, deuxièmement, les prix de l'électricité posent désormais un problème social, un problème économique qui devient extrêmement pressant. Nous sommes donc en quelque sorte dans un contexte qui est un contexte particulier, qui est devenu un contexte d'urgence, un contexte de circonstances tout à fait particulières. Alors, il ne m'appartient pas de revenir sur les étapes qui ont été remarquablement énumérées, décrites par Antoine Ménager, qui sont des étapes qui sont extrêmement lourdes. Bon, il y a aussi les étapes préalables qui sont la maturité du design, l'analyse du rapport préliminaire de sûreté par l'ASN, tout ça étant incompressible et déjà dans le collimateur du maître d'ouvrage, mais plus intéressante est la suite, c'est-à-dire l'obtention d'un certain nombre d'avis et en particulier, sans m'arrêter sur les autorisations préfectorales de préparation, des travaux de préparation du site, les demandes de concession d'occupation du domaine public, du domaine maritime en particulier, le dossier de DUP, sans m'arrêter là-dessus, je voudrais m'arrêter un instant sur le rôle qui est désormais celui de l'autorité environnementale.
et le poids en réalité qu'elle a pris, puisque depuis un décret de 2016, le début d'aménagement, les préparatifs du chantier ne sont pas possibles sans que cet avis ait été formulé. Et donc évidemment, là, il y a une perte de temps qui peut se chiffrer à peu près à 2 années, et c'est probablement sur ce point qu'il faut travailler, qu'il faut réfléchir, et il me semble que le rôle de l'autorité environnementale découle de directives européennes. Alors, comme toujours en matière de directives européennes, il y a eu une transposition de ces directives européennes dans le droit français, et il y a une habitude française qui est la surtransposition. C'est-à-dire qu'on se montre toujours plus exigeant que ce que s'imposent les autres pays de l'Union européenne, mais résultat, c'est beaucoup plus compliqué pour notre industrie, pour notre agriculture, pour bien des domaines nationaux, et ce qui explique parfois nos difficultés pour tenir tête dans la concurrence internationale, ou là, en l'espèce, à répondre à des besoins tout à fait primaires. Donc, il faut évaluer la transposition qui a été faite. J'ajoute qu'on peut aussi, les pouvoirs publics peuvent toujours, dans des circonstances particulières, exceptionnelles, aménager une partie du droit. On l'a vu à l'occasion, et on le voit, et on est encore sous ce régime, à l'occasion de circonstances sanitaires exceptionnelles, le gouvernement a adopté des textes qui permettent de faire face à ces circonstances sanitaires exceptionnelles. Si nous étions dans des conditions de conflit armé, malheureusement, on ne peut pas exclure ce genre de situation, il y aurait bien entendu des dispositions de droit exceptionnelles. Face aux risques terroristes, il y a des dispositions de droit exceptionnelles. On peut imaginer que face à des circonstances d'accès à l'énergie, qui sont devenues des circonstances particulièrement dangereuses, précaires, il peut se concevoir des aménagements de droit. Et en particulier pour les premières paires d'EPR, eh bien, il se trouve qu'ils seraient construits à proximité, en continuité avec des sites accueillant déjà des INB, et c'est un cas de figure tout à fait particulier qui peut, à mon avis, parfaitement être un argument pour revenir sur cette exigence qui interdit d'intervenir sur l'aménagement du site avec des travaux significatifs, mais qui ne sont pas la construction elle-même de la nouvelle INB, pour aboutir à raccourcir en quelque sorte ces délais administratifs. C'est en tout cas l'idée que je me suis faite. J'ai engagé un travail avec des relations que j'ai et qui sont compétents en matière législative, en matière réglementaire, pour voir comment nous pourrions, le moment venu, proposer, suggérer au pouvoir public d'adapter notre droit à des circonstances que je considère comme exceptionnelles, qui sont celles aujourd'hui de l'avenir électrique et énergétique du pays. Merci beaucoup, Monsieur Accoyer, pour ce commentaire très riche. Alors, avant de faire réagir Antoine, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en appuyant sur le S en haut à droite. Vous pouvez poser des questions et voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes dans une souci d'interactivité. Alors, Monsieur Ménager, ce que j'entends de l'intervention de Monsieur Accoyer, c'est plusieurs points. C'est d'une part, il y a cette urgence à prendre une décision. Et est-ce qu'on a de la marge dans la prise de décision pour le processus dans le premier béton? Monsieur Accoyer évoque aussi la PPE. Est-ce que la PPE qui veut fermer 14 réacteurs en France, dont Fessenheim, est du coup un obstacle dans le débat public qui vient? Il évoque aussi, alors c'est vrai que vous n'avez pas trop parlé, mais de l'autorité environnementale, qui est une nouveauté dans le process de décision en France sur le nucléaire. Alors, quelles sont vos relations avec eux? Alors Monsieur Accoyer a parlé de perte de temps. Est-ce que c'est une perte de temps? J'imagine que non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et enfin, c'est la question essentielle que pose Bernard Accoyer, c'est est-ce que vous demandez à l'État de revoir le droit pour simplifier le process? Merci. Beaucoup de
question, je ne suis pas sûr à la fois de savoir répondre à toutes et de toutes les embrasser. Je commence finalement par la fin, qui est peut-être une façon de répondre. On cherche, en tout cas, ça fait partie de notre job, des équipes. Il y a des équipes spécialisées. Alors, vous avez peut-être vu sur les slides, écrit le mot permitting, c'est à l'anglaise, mais c'est tous les gens qui travaillent sur ce processus d'autorisation réglementaire. Vraiment, il y a des équipes autour de ça, et on identifie justement tous les aménagements législatifs ou réglementaires qui pourraient être faits pour justement rendre les choses plus fluides. Alors on n'est pas dans l'a pas envisagé en mode urgence tel que le suggérait Bernard Accoyer, mais en tout cas on essaye d'égrener tous ces points. Je raconte souvent cette anecdote, on couvre tous les champs, y compris jusqu'au champ qui peut relatif au droit du travail. Je ne l'ai pas dit, certains savent peut-être, j'ai été aussi le directeur du chantier de Flamanville 3 de 2011 à 2016, donc c'est moi qui étais en fonction au moment de la pose du dôme. Sur le chantier de Flamanville, on n'a pas le droit au travail le dimanche. Mais limite, si je n'essaie pas de faire travailler 4000 personnes tous les dimanches, c'est pas ça l'enjeu, mais sur les opérations du chemin critique, la pose du dôme était sur le chemin critique, il ne fallait pas de vent et tout, donc les jours où ça pouvait arriver, il fallait qu'il n'y ait pas de vent et pas un dimanche. Mais à chaque fois qu'on bétonnait, quand on bétonne 50 heures, il ne fallait pas que les 50 heures tombent sur un dimanche, et ça, on ne pouvait pas le faire. Par contre, le jour où on a célébré la pose du dôme et on a célébré l'événement, on a installé des barnums, on a fait des choses, la société qui est venue installer tout ça, qui était affiliée au métier des arts et du spectacle, faisait partie des métiers qui sont éligibles au travail le dimanche, donc ils ont pu installer les tentes pour la pose du dôme le dimanche, et nous, on ne pouvait pas poser le dôme le dimanche. Et voilà ce type d'aménagement. Alors, je prends celui-là parce qu'il m'a marqué, il peut paraître anecdotique, mais il y a des choses dans tous les domaines, dans l'urbanisme, dans beaucoup de choses qui pourraient nous faciliter la vie. Et encore une fois, pas pour y aller massivement et tout écraser sur notre passage, mais je dirais pour lever tous ces petits freins, ces petits grains de sable. Et peut-être un mot sur l'autorité environnementale ? Écoutez, j'ai dit dans les pièces du DAC, finalement le pendant et qui nourrit aussi le permis de construire. L'analyse d'impact environnemental, c'est aussi une pièce conséquente. Et donc c'est cette autorité, qui est une autorité plus récente finalement dans sa genèse, qui rend aussi également un avis. Qui en a donné d'ailleurs récemment sur d'autres grands projets. Bon, c'est un acteur de plus finalement dans la slide qui peut-être vous a tous un peu effrayé, et qui, je vous dis en plus, qu'on a résumé parce qu'elle peut être encore plus touffue et complète. Enfin, ce que ça met aussi en évidence, c'est qu'on va, vous voyez, tout ça est interconnecté, entremêlé, avec énormément d'autorités, d'administrations, qui en plus sont elles-mêmes indépendantes, qui sont souvent très jalouses et très attentionnées de leur indépendance, et pourtant il faut coordonner tout ce monde-là. Donc des gens indépendants entre eux à coordonner, vous voyez aussi toute la complexité. Et là aussi, on aurait peut-être une petite demande aussi vers l'État d'un chef d'orchestre. Je citais localement la procédure Grand Chantier, que j'ai vu en œuvre aussi à Flamanville, qui fédère les acteurs autour de l'accompagnement du territoire. Finalement, au niveau de tout ce processus d'autorisation, qui est plutôt un niveau intergouvernemental, enfin interministériel, on va le dire comme ça, il y a un besoin aussi d'orchestration. Je vois. Écoutez, on va commencer à prendre les questions de nos participants. Il y en a quelques-unes. N'hésitez pas à en poser d'autres et à voter pour celles qui vous intéressent. La première qui recueille le plus de votes pour l'instant, c'est une question assez générale. Alors, vous avez écrit que Panly tient la corde pour la première paire. D'ailleurs, la slide avec l'intégration est vraiment impressionnante. C'est une belle photo. Combien de sites peuvent techniquement accueillir des EPR 2, du coup, en France ? Beaucoup. Plus que les 4 dans notre proposition. Ça, c'est sûr aussi, mais pas les 19. Donc plus que 4 et moins que 19. Et non, mais on est bien sur la question technique, hein, on n'est pas sur l'expression des territoires. D'ailleurs, vous devez le savoir, il y a d'autres territoires qui ont aussi des expressions. Je pense à Belleville-sur-Loire. Donc il y a eu d'autres expressions d'élus, mais techniquement, oui, il y a. Honnêtement, je peux pas dire parce qu'après chacun va faire des spéculations mais l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de la dizaine. Et
comme de toute façon, il y a 19 sites, comme je vous ai dit, la dizaine, j'ai pas dit grand-chose. Non, mais en tout cas, c'est plus que les 4 qui sont proposés dans l'offre pour les 3 premières paires. Et du coup, en quelques mots, pourquoi Panly en priorité? Parce que c'est là qu'on avait prévu un autre PR ou il y a d'autres raisons autres que celle-là? Non, alors, du point de vue technique, de par l'histoire, Panly est un site qui est étudié depuis très longtemps, puisqu'il a été, même dès l'origine prévu pour 4 réacteurs. Ça aurait pu être des N4 à l'époque. Bon, surtout, ça a été en compétition avec Flamanville 3 pour la décision EPR. Après Flamanville 3, il y a eu le stop and go, enfin le go and stop plutôt, qui s'est pas fait de Panly 3 avec déjà un débat public. Donc je dirais les études sont extrêmement avancées, en plus sur un site bord de mer et donc je dirais, et puis un territoire qui en exprime l'envie d'une certaine façon, qui a déjà eu 2 déceptions. Donc je dirais tout ça converge naturellement sur Panly. D'accord, je vois. Alors la question suivante, je pense qu'elle peut peut-être s'adresser à la fois et à vous Antoine et à la fois à vous Bernard. C'est existe-t-il à votre connaissance un travail en cours, ministériel ou parlementaire, pour optimiser ces étapes pré-premier béton? Je ne sais pas si l'un de vous a une réponse. Moi, je vous ai dit que les équipes cherchent à identifier les points qu'on pourrait proposer. Par contre, moi, je ne sais pas si ce travail il existe au-delà de nous. D'accord. Ça, je ne sais pas répondre. Bon. Pour ma part, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais demander à des relations proches que j'ai construites au cours de mon parcours public, qui sont des juristes, qui sont des législateurs, de regarder de plus près ce point, cette procédure, et sous l'angle de circonstances exceptionnelles. Car nous considérons à PNC France que nous sommes dans des circonstances exceptionnelles, que l'électricité va devenir un bien de plus en plus difficile à en assurer la production suffisante pour répondre à la demande à tout moment, sans des coupures tournantes et des effacements de plus en plus importants qui vont venir handicaper la compétitivité de notre territoire, le pouvoir d'achat des citoyens, avec ce qui va avec le manque de disponibilité d'un bien quel qu'il soit, y compris d'un bien de première nécessité comme l'électricité, c'est-à-dire l'explosion du prix. Nous ne sommes qu'au début de graves problèmes, sans évoquer le contexte géopolitique très inquiétant sur la question du gaz et de son acheminement en Europe occidentale. Absolument. Ça mériterait un autre webinaire sans doute, ces questions-là, ce serait intéressant aussi. Du coup, tu es dans cette souci de rechercher l'efficacité, de rechercher le meilleur process. Peut-on comparer le process français avec d'autres standards internationaux? Alors peut-être qu'on peut penser au Royaume-Uni, à la Chine, aux États-Unis. Est-ce que vous avez un peu regardé ça, Monsieur Ménager? Alors là, très sincèrement, je ne sais pas répondre à cette question. Oui. Après, moi, je suis un observateur. C'est vrai que quand on regarde les différents fils Twitter et qu'on voit des chantiers qui s'ouvrent et qui se réalisent dans le monde, j'ai le sentiment souvent qu'il y a beaucoup de choses qui se font avant, entre guillemets, que le premier béton J0 officiel de marque de top départ sont faites d'ailleurs. On connaît un peu, ce qui au passage biaise un peu après les comparaisons, parce que c'est vrai que si vous avez fait un max de choses avant le jalon de comparatif international, bien sûr. Voilà. Bon, mais après, honnêtement, je ne connais pas suffisamment ces types de réglementations. Vous voyez, enfin, s'il fallait transposer là tout ce qu'on a déjà du mal à appréhender tous pour la France, imaginez comment c'est dans les autres pays. Moi, je connais pas ça. D'accord. C'est dommage parce que je pense. Enfin, par contre, on a des équipes d'EDF Énergie. C'est des questions qu'on pourrait leur poser et ils nous répondraient tout à fait parce que Hinkley Point a eu à gérer ça. Je dirais, vu de loin, ça m'a l'air assez similaire, comment ça a été géré sur Hinkley Point. Mais voilà un peu ce que je peux en dire. Mais par contre, dans des pays plus exotiques, voilà, ce qu'on suit sur les fils Twitter, on voit quand même des chantiers qui avancent très largement avant que le J0 soit prononcé. C'est vrai, c'est vrai.
Du coup, peut-être à défaut de comparer avec à l'international, on peut comparer avec Flamanville 3. Flamanville 3 est aussi un process pré-béton, je suppose. Est-ce que du coup, on a pu en tirer un retour d'expérience positif ou au contraire, on voit juste qu'il y a une complexification par rapport à cette étape, à ce réacteur-là, pardon? Alors, sur Flamanville 3, je dirais l'atterrissage jusqu'au premier béton, en tout cas, vu du chantier, point de vue chantier, il a été à peu près en ligne, mais je dirais ce qui se passait pendant le premier béton, vous savez, c'est plutôt le taux de finalisation des études de détail, des choses comme ça, donc c'était pas un problème de site, mais ça a été plutôt très bien expliqué par Gabriel Aublin la semaine dernière, c'est-à-dire que en ce moment, que j'ai pas développé aujourd'hui, c'est pas l'angle qu'on a pris, mais évidemment, les équipes d'ingénierie sont au maximum. J'ai parlé du passage des contrats avec les entreprises, les études de détail, puisque EPR2, un des règles de Flamanville, et c'est aussi le rapport FOL, c'est le plan Excel, c'est d'entamer le premier béton avec une maturité du design et des études de détail bien supérieure à Flamanville. Et donc ça, évidemment, c'est un REX. Alors, c'est pas quelque chose qui se voit du chantier sur la réalisation, c'est pas du terrassement, mais ça c'est essentiel. Ça, c'est essentiel dans la réussite du projet. Après, ce que j'ai un enseignement peut-être de Flamanville et qui est aussi bien pris en compte par les équipes, c'est anticiper beaucoup plus la préparation de la construction. C'est-à-dire que, enfin, et c'est un peu comme les études, c'est finalement avoir beaucoup plus le coup d'avance. Avoir beaucoup plus le coup d'avance. Et en ce moment, les équipes de préparation de la construction, aujourd'hui, sur le projet PR2, sont déjà gréées, se projettent. Vous avez vu peut-être des animations 4D la semaine dernière avec Gabriel Aublin, et se projettent déjà dans le phasage, dans l'organisation du chantier au sens large. Alors je dirais que sur Flamanville, on a plus subi et adapté au fur et à mesure. Et quand on ne le prend pas suffisamment tôt, de toute façon, vous êtes après coincé par votre environnement et vous subissez plus que vous pouvez agir. Et là, on le prend plus en amont. Voilà ce que pourrait m'inspirer. Mais encore une fois, je pense que le point clé, c'est la maturité du design et de l'ingénierie au premier béton qui fera la grosse différence. Je vois. Alors, on a un participant qui s'étonne de voir le Tricastin dans les sites possibles, potentiels, parce que c'est le plus petit site nucléaire français. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Il y a des sites qui paraissent très grands et qui en fait, Panly est l'exemple d'un site très grand, parce que vous savez qu'on est en bord de mer, il y a la falaise et puis il y a les systèmes, les valeuses qu'on appelle, qui vont vers la mer. Donc il y a même une zone un peu comme à Paluel d'ailleurs, avec peut-être pas une forêt, mais enfin une zone intérieure. Donc tout ça prend beaucoup de surface, mais finalement la surface utile pour la plateforme, elle, finalement, est assez réduite. Donc je dirais la surface apparente, on peut avoir l'impression d'une surface apparente petite, et finalement c'est possible. Et puis peut-être qu'à Tricastin, il faut avoir une vision large, extensive un peu du site. Voilà, parce que c'est quand même une zone où il y a beaucoup d'installations nucléaires, et on peut avoir une vision un peu extensive. Et à l'inverse, c'est pas parce que le site paraît très grand que finalement c'est faisable, parce que c'est la zone utile de la plateforme qui compte, où est-ce qu'on peut bien la positionner. Donc non, en Tricastin, le sujet du foncier est pas plus compliqué qu'ailleurs. D'accord. Voilà. D'accord. Ah, on a perdu monsieur Accoyer, que je vois quitter l'appel. Bon, on espère qu'il va se reconnecter. Alors, pour revenir sur l'accélération des process, est-il possible d'adapter la réglementation pour commencer le terrassement avant l'obtention du permis de construire? Ou est-ce qu'on peut commencer à préparer le site, en fait, avant le permis de construire, du coup? Mais malheureusement, non. D'accord. Malheureusement non, c'est ça le sujet qui fait qu'aujourd'hui, alors on est d'ailleurs, c'est la piste qu'ouvrait Monsieur Accoyer, mais de toute façon on est sur un site qui est contigu déjà à une baie avec les deux réacteurs 1300 P'4 de Panly, et forcément il y a je dirais, pour les besoins de l'exploitation, il y a une partie du foncier de la future INB qui a été utilisée par la centrale actuelle, et je dirais là il va y avoir une petite phase de travaux, mais qui sont menés et qui sont pour le compte du CNPE actuel, entre guillemets, chacun chez soi, et que quand on vient construire une centrale nucléaire, on le disait souvent pour Flamanville, et ça sera le cas
pour Penly, si la décision évidemment est prise, que c'était le plus grand chantier d'Europe. Et moi, je rajoutais, oui, à 100 mètres de 2 réacteurs nucléaires en exploitation. Donc Oui. forcément, ça nécessite de chacun chez soi, bien protégé. Et donc ça, on va dire, je ne parle même pas de travaux, je parle plutôt d'aménagement, mais ils sont sous couvert de la centrale existante et sous sa seule responsabilité. Je dirais que c'est les seules choses qui pourront se passer et ce n'est pas à l'échelle de ce que je vous ai présenté, de ce qu'il y a à faire, où là, pour le coup, il faut le permis de construire. Donc on est vraiment à la marge, effectivement. Ouais. Alors, pour ceux qui ont eu la chance de visiter un réacteur nucléaire, une centrale nucléaire, on sait que c'est des puits de biodiversité. On voit des oiseaux, on voit des renards, on voit plein d'animaux. Et du coup, on me pose la question, qu'avez-vous prévu sur la question des espèces protégées sur le site, sur les sites? On sait qu'à Penly, il y a un peu de biodiversité. Ouais. Bien, il y a, ça fait partie des études d'impact environnemental, je vous citais, et des dispositions évaluées et puis réduire et compenser, et donc de les déplacer quand il y aurait des espèces. Alors, il n'y a pas, je vous rassure, il n'y a pas non plus pléthore d'espèces, mais en tout cas, il y a à en prendre soin. Et vous avez peut-être vu rapidement sur la photo tout à l'heure, comme il y avait le terrassement avait été prévu pour les 2 futurs réacteurs à l'époque, ça s'est comblé d'eau, ça fait des mares, ça fait tout un tas de biodiversité qui s'est développée. Donc, ça devrait être déplacé d'ailleurs. Et alors, c'est un petit sujet parce que tout ça dans le phasage, ça se déplace en fonction des saisons, au moment où on gêne le moins. Voilà, donc il y a des créneaux. C'est-à-dire que c'est comme mon bétonnage de tout à l'heure. S'il tombe un dimanche, là, il ne faut pas rater. Alors, je ne sais plus la meilleure saison, si c'est l'hiver. En tout cas, il ne faut pas rater le créneau de la saison où on peut les déplacer, parce que sinon, on repart tour un tour. Bon, donc, oui, c'est des choses qui sont intégrées. Bon, heureusement, je rassure tout le monde, il n'y a pas quand même pléthore d'espèces, mais en tout cas, ça fait partie des sujets et de l'étude d'impact environnemental. Mais ce déplacement et cette protection, ça se fait hors process, il n'y a pas à attendre des permis ou des autorisations, vous pouvez le faire spontanément, je suppose, non? Je voudrais pas dire une bêtise. D'accord. Je réserve ma réponse. Ça marche, ça marche. Alors, il y a une question donc, plus technique, là. On nous demande si le DAC a été déposé. Donc, on revient sur la grosse slide qui fait peur, du coup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le procès? Donc, le DAC a-t-il été déposé? Eh bien non, puisque finalement, ça sera une façon pour EDF de marquer la décision d'engagement du programme, d'une certaine façon, la décision politique. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la séquence, c'est de pouvoir mener la concertation avec le public, qui d'ailleurs rendra d'autant plus solide, si je puis dire, la décision politique, qui pourra s'appuyer sur le fait qu'il y ait une concertation avec le public. Donc nous, on disposera des conclusions. Donc éventuellement, en fonction de ce qui sera dit, ça peut conduire à ajuster des éléments du projet. C'est au-delà de l'information du public, c'est aussi l'intérêt pour nous de la concertation. Et ensuite, ces conclusions, elles font partie du DAC, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir les conclusions du débat pour déposer le DAC. Et donc, tant que le débat n'a pas eu lieu, on n'a pas les conclusions. Et donc, on ne peut pas déposer le DAC, même si le DAC est aussi composé d'autres pièces, je l'ai dit tout à l'heure, le rapport préliminaire de sûreté, mais qui existe et qui peut rentrer en instruction, et puis notamment l'étude d'impact environnemental. Donc non, aujourd'hui, ça fait partie, tout ça fait partie du chemin critique. Et vous voyez bien, d'une certaine façon, aujourd'hui, tant que la saisine de la CNDP n'a pas été enclenchée pour pouvoir préparer le débat et mener le débat, tout ça, c'est déjà du chemin critique. Et finalement, c'est du décalage potentiel de la fin du projet, alors qu'on parle d'années 2035 ou premier béton dans les années 2027. Donc, et finalement, des choses qui jouent en ce moment peuvent conduire à décaler des échéances qui peuvent paraître très lointaines. C'est un peu tout le paradoxe et le grand écart de la situation actuelle. D'accord. Peut-être prendre une dernière question et puis on sera bon. Alors peut-être plus une question, c'est une proposition. C'est Blayais dispose de terrain et de capacité de raccordement pour la plaque Atlantique, cela pourrait sécuriser le réseau national. Est-ce qu'il ne vous reste plus que la région à convaincre pour construire à Blayais?
je connais moins les élus. Je serais plus avisé sur la région Centre-Val de Loire, ayant quitté Chinon depuis peu, mais vous l'avez vu tout à l'heure sur la slide, et c'est très visible autour de Panly et de la Normandie. Évidemment, il y a des personnalités, les présidents de région, ils comptent, mais je dirais c'est un ensemble de collectivités et d'élus et de représentants qui vont des mailles très locales aux mailles départementales, aux mailles régionales, toutes les ECPI. Enfin, il y a vraiment, faut vraiment que ça soit ce collectif. Et c'est d'autant plus fort, cette expression et cette envie est d'autant plus reçue quand c'est une expression collective. Voilà. Et ça, c'est un enjeu, et en tout cas, c'est ce que les régions que j'ai citées tout à l'heure, et en tête la Normandie, sait très bien faire, puisque transpartisan arrive vraiment à se mobiliser sur ces enjeux. Absolument, c'est vrai ça. Eh ben, merci beaucoup. On arrive au bout de ce webinaire. Merci, Monsieur Ménager, pour votre temps. Monsieur Accoyer a à nouveau été déconnecté, mais on le remercie à distance. Merci à tous les participants. Vous retrouverez bientôt donc, ce webinaire en ligne pour le revoir et réécouter ces propos. Et puis, un prochain webinaire est à venir sur la question de l'ingénierie, vraisemblablement la semaine prochaine. Vous aurez bientôt une invitation. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci encore, Monsieur Ménager. Merci. Au revoir. Au revoir.